MC, le grand oral des grandes gueules. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Merci. C'est une première dans les grandes gueules. Vous connaissiez les grandes gueules? Oui, je connais, mais m'y voilà maintenant sur le plateau. Merci de Vous m'inviter. écoutiez En de vrai, temps en temps? j'écoute rarement. Enfin, je suis un peu dispersée partout, mais Ouais, je connaissais quand même. C'est ce que je vois parce qu'en fait là, tout l'été, on va vous voir dans plein de festivals, mais pas seulement en France. Vous étiez en Angleterre il y a quelques jours. Moi, j'étais à Glastonbury il y a 2 jours. Et C'est pour ça que j'ai des petits cernes. Pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des plus grands festivals au monde. Oui, c'est vrai. C'est un très beau festival anglais. C'était dans la campagne près de Bristol. Et c'était assez chouette, ouais. C'est-à-dire que vous êtes une artiste française, mais sans doute l'une des artistes françaises la plus connue dans le monde aujourd'hui, à l'international. Non, mais il faut le dire. Ah, il y avait Edith Piaf, et maintenant il y a Christine de Queen. Oh là. Non, il y avait aussi la French Touch quand même, les Daft Punk. Voilà, bien sûr, je plaisante. Mais c'est vrai que maintenant j'ai la réalité d'une carrière qui est à la fois française et ailleurs. C'est vrai. Alors, on a découvert votre deuxième album qui est sorti il y a quelques mois maintenant, que vous allez jouer donc tout l'été dans ces festivals. La scène, c'est ce qu'il y a de plus important? Alors ça dépend vraiment des artistes, mais pour moi oui. Enfin, la scène est vraiment une épreuve de vérité aussi. Quand j'adore un artiste, par exemple, j'adore aller le voir sur scène ou la voir sur scène parce que après ça dépend de la culture aussi Qui, de par l'artiste. exemple Mais... Qui vous fait rêver sur scène, ou en tout cas vous êtes épaté, vous dites en fait ça peut être très différent de ce qu'on attend de moi, mais par exemple un artiste comme Nick Cave, je sais pas si vous voyez. C'est quelqu'un d'incroyable sur scène. Enfin, j'aime bien aller voir un concert et avoir vraiment l'impression de rencontrer un performeur qui donne énormément de choses. Et c'est ce que vous dites, vous, quand vous êtes sur scène? Faut que je donne le maximum, faut que la personne qui est là, qui a payé son billet... Mais il faut même que la personne qui ne me connaît pas du tout, ou même qui n'aime pas forcément ma musique, capte quelque chose de moi aussi, en tant qu'humain, quoi. Donc, il faut aller chercher le spectateur, faut le séduire. En fait, moi, avant de faire de la musique, je faisais du théâtre beaucoup, et je pense que la scène reste un espace de partage aussi. On écoute un peu de musique? Allez. C'est le dernier single de l'album Chris qui est sorti en septembre dernier. Marianne Soubré, tu vas danser un peu cet été sur Chris? Alors oui, mais moi j'ai un gros problème. Tous les gens qui me connaissent savent que je ne danse pas, il vaut mieux pas. Enfin, si je veux faire rire les gens, je danse. Mais bon, écoutez, je suis hyper étonnée en vous voyant parce que j'avais une image de vous, de quelqu'un de sous contrôle. Et là, je vous vois ultra souriante, etc. Je suis vraiment... Alors, il y a un décalage entre l'image que j'avais de vous, de quelqu'un qui, à mon avis, vous êtes ultra perfectionniste. Et donc, je pense que vous avez quand même toujours cette idée, aussi bien dans vos clips que dans votre musique, de l'endroit parfait, du mouvement parfait, parce que c'est aussi la façon dont on vous voit. Et là... Tout d'un coup, je vois une personne qui n'est pas du tout celle que j'imaginais. Donc voilà, je suis vraiment très agréablement surprise parce que je vous imaginais plus entre guillemets, un peu fermé. Et comme vous êtes là et que manifestement vous avez envie de parler, j'ai envie, moi, de vous faire parler d'autre chose. On va reparler de votre album, mais... Vous avez aussi pris des positions parfois. Donc j'aimerais aujourd'hui que vous parliez, parce qu'il y a un sujet qui aujourd'hui est en train de cristalliser vraiment l'opinion, c'est la PMA. Alors quelle est votre... La PMA pour toutes. La PMA pour les femmes, oui, et pour les couples de femmes. Quelle est votre position par rapport à ça? Bah oui, tu peux rayer. Ça, c'est fait. Le sujet est abordé. Quelle est ma position? Ma position est... Alors... C'est bien dit le mot cristalliser, parce qu'en fait c'est souvent des débats qui cristallisent beaucoup de fantasmes, beaucoup de projections, alors qu'en fait il s'agit aussi au bout d'un moment de donner des droits à des couples ou des femmes qui auraient envie d'avoir des enfants. Et moi je connais des histoires qui sont des réalités aussi de femmes empêchées, alors qu'il y a des vrais désirs d'enfants, des vraies envies de fonder des familles, il y a le modèle aussi classique qui éclate, le modèle classique d'une famille bourgeoise construite qui éclate, mais pour moi c'est plutôt un bon signe. Je suis assez pour que ces discussions-là avancent et qu'il y ait plus de plasticité dans la façon d'envisager de fonder une famille.
du moment qu'il y a un vrai désir d'enfant, une vraie envie de donner du bonheur. Et on peut enfant. peut-être enfin aborder ces questions-là justement sans guerre civile, sans cristalliser. Ouais, mais c'était c'était comme des vrais débats, c'est des vraies discussions. Bien sûr, mais c'est comme la discussion autour toute l'affaire du mariage pour tous aussi, c'est toujours des cristallisations plus ou moins réactionnaires aussi, alors qu'en fait il s'agit de donner des droits et que de toute façon, si on ne les donne pas, ces droits sont cherchés ailleurs dans d'autres pays, on essaie de court-circuiter. Et ces droits qu'on donne n'enlèvent pas les droits qu'on a en fait. Bien sûr, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que c'est marrant que ça cristallise autant de violence aussi, parce qu'en fait, il s'agit de retirer rien à personne, mais d'autoriser plus de choses. Parce qu'on parle des choses très intimes, de la représentation aussi de la sexualité, de tout ça aussi. Oui, c'est vrai. Vous voulez pas être enfermé dans des cases? Ça m'a jamais trop réussi, non. Mais en fait, c'est aussi Pourquoi pas trop réussi? Moi, par exemple, j'ai grandi en tant que jeune fille queer. À 14 ans, je me reconnaissais nulle part. Je feuilletais des magazines avec des femmes floutées qui ressemblaient à qui ne ressemblaient plus à des humains. Moi, j'avais des peurs, des imperfections, des désirs qui n'étaient pas que hétérosexuels. Et j'étais là, mais où suis-je? Qui suis-je? Et c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé à faire ma musique, je me suis dit que je ne pouvais pas me lisser ni m'effacer et qu'il fallait que je parle aussi de toutes mes... Mais alors, je suis intrigué par une déclaration que vous avez faite. Vous dites « Je m'épanouis comme une femme phallique ». J'adore, parce que ça, en fait, j'ai dit ça une fois, une interview, et j'ai senti que le journaliste était là. Ouh! Mais non, mais c'était là. Oh my god! C'est devenu genre le gros. Non, c'est une curiosité. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, c'est là que mon côté français, mais pas que, m'a joué un tour aussi, parce qu'en fait, je repensais à une interview de Rihanna, où elle parlait de, je vais me faire anglaise, Big Dick Energy. Ah oui. Et ça parlait en fait quand je dis femme phallique, c'était une expression imagée qui voulait dire aussi que les cases ne me réussissent pas. Donc en attendant qu'il n'y en ait plus, je les subvertis. Et femme phallique, ça veut pas dire, c'est une image, c'est une femme qui se construit aussi pas que dans une féminité classique, passive. Qui attend d'être séduite. Oui, mais aujourd'hui, on va vous dire, vous êtes bisexuel. On va vouloir vous ranger dans cette case-là. En fait, moi, je dirais même que je suis pansexuelle. Pansexuel. Alors, excusez-moi, parce que je ne sais pas. On a perdu Marianne Soubré. 3 jours après la guerre. En fait, bisexuel, c'est encore réfléchir en binarité, c'est-à-dire masculin, féminin. Moi, je suis une femme, bien sûr, mais je ne crois pas que le monde soit aussi clair que ça. Je pense qu'il y a... Le débat commence. Expliquez-nous. Moi, ça me passionne. Non, mais justement, expliquez-moi. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire indifféremment. Ça veut dire qu'on m'explique en même temps. On n'est pas dans une sexualité binaire. Je suis ça de près. Moi, j'ai 55 ans. Je suis ça de près. Pas en même temps. Moi, j'ai 55 ans. Je suis ça de près. Je suis plutôt quelqu'un d'ouvert. Je suis avec des jeunes. Vraiment, j'ai vraiment envie de soutenir ces jeunes. J'ai pas de problème. J'ai pas de case. J'ai pas d'idée préconçue. Mais des fois, je suis perdue. Parce que moi, quand on essaye de me dire, alors en plus, je vais dire, moi, l'homophobie, ça m'horripile, et vous avez complètement raison, c'est pas parce qu'on donne des droits à certains qu'on en enlève à d'autres, chacun vit comme il veut, ok. Mais je voudrais qu'on m'explique, il y a un truc que j'ai pas pigé, c'est-à-dire, on est une fille ou un garçon, et on me dit, il y a autre chose. Je voudrais qu'on m'explique, voilà. Si vous m'expliquez, je veux bien entendre. Parce que moi, jusqu'à présent, une fille. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on décide de plus être une fille, je suis d'accord. On décide de plus être un garçon, on le choisit, je suis d'accord. Ok, mais on me dit, et franchement, c'est sérieux. On me dit, il y a autre chose que être une femme ou un homme. Moi, je voudrais qu'on m'explique. Voilà, c'est tout. C'est pas vraiment ce que je dis. Non. Non, mais je dis que en tout cas dans cette mouvance de pan machin et de trucs machin. Non, pansexuel. Non, mais voilà, mais expliquez-nous quoi. Vraiment, expliquez-nous vraiment quoi. En fait. C'est juste l'idée, et de toute façon, c'est pas du tout neuf en fait. Simone de Beauvoir était déjà dessus bien avant moi. C'est que la femme est aussi, ce qu'on entend par être une femme, c'est aussi une construction sociale. Oui, c'est-à-dire, on n'est pas femme, on le devient. Ce qui est vrai. Voilà. Et donc moi, je suis en train de dire que dans les codes classiques d'une féminité classique, par exemple, moi, je me reconnaissais pas. Ça veut pas dire que je suis pas une femme justement. C'est ça qui est très intéressant. D'accord. Ça veut dire que j'ai envie de créer ma féminité avec, si je veux, des éléments plus masculins. Bien sûr. Et que je pense que ce sont des codes sociaux qui sont très performatifs. Oui, mais par exemple, sur cet album-là, c'est très intéressant parce que, on en a beaucoup parlé, surtout en France, mais par exemple, j'ai coupé mes cheveux. Ouais. Oui, ça a été un sujet de conversation, genre incessant. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on est juste à côté. On est comme bien placé pour le savoir. C'est pas parce qu'on coupe ses cheveux qu'on devient un homme. Moi, j'ai eu plein de questions sur renoncez-vous à votre féminité. J'étais mais pas du tout. En fait. Donc ça prouve qu'on en est encore dans des crispations qui sont un peu. David, je donne la parole, mais simplement sur ça parce que c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une fracture générationnelle. Mais je pense que vous êtes très moderne dans ce que vous racontez et vous symbolisez une partie de la jeunesse qui effectivement se pose des questions sur la sexualité, sur le genre, sur
des questions que peut-être, effectivement, la génération de Zora, ou peut-être même aussi la mienne, je me mets dedans, ne se posait pas. Genre, on a 15 ans d'écart. Hein, mais en même temps, c'est marrant parce que dans les années. C'est-à-dire que moi, je viens d'avoir 35 ans. Mais c'est marrant parce que dans les années 80, il y avait quand même Mylène Farmer, il y avait des Jeanne Masse et compagnie, et on était déjà dans une féminité très affirmée. Mais on a régressé. Je trouve. Je pense qu'il y a des vagues, des vagues de conservatisme. Oui. Alors, David Dickens qui s'impatiente. Là, véritablement, parce que on fait la démonstration magistrale de la question que j'allais vous poser. Je trouve qu'on parle dans les interviews peu de votre musique. Et qu'on vous demande toujours de vous exprimer sur des sujets de société et qui ont souvent un rapport avec le genre. Olivier vient de dire que c'était générationnel. Vous parlez de RuPaul, vous parlez de la fin des années 80. Moi, j'étais à New York avec la famille Extravaganza en plein voguing. Qui ça ? Donc, c'est pas quelque chose de véritablement générationnel. Donc, ma question, c'est est-ce que vous ne déplorez pas et à quoi vous attribuez cette espèce d'automatisme de la part des journalistes de très rarement vous questionner sur votre album, sur votre musique, et toujours à demander votre point de vue sur des enjeux sociétaux. Comment vous l'expliquez ? Alors après, moi j'ai 2 éléments de réponse. Déjà, j'ai constaté quand même, parce qu'à un moment j'ai lu d'autres interviews d'autres musiciens, je dis c'est pas possible, on me parle jamais de musique à moi, et je constate quand même, en vrai, on parle rarement de musique aux musiciens. C'est vrai. Je me suis dit bon, alors déjà ça. Et la deuxième, je pense, réponse que j'ai, c'est que je pense que comme je suis quelqu'un d'assez sans filtre en vrai. Oui, ce qui est vrai que c'est paradoxal parce que je sais que ce que vous m'avez dit, beaucoup de gens s'attendent à ce que je sois très filtrée, mais en fait, c'est marrant parce que dans mon art finalement et dans ce que je dis, pas du tout. J'ai pas beaucoup de filtres et je pense que du coup, j'ai toujours parlé de tout très spontanément parce que ça faisait aussi partie de quelque chose de militant. Je voulais pas me cacher, je voulais pas être poli sur ces questions. Et du coup, comme je sais que les gens voient que je suis sans filtre, on me demande 2 fois plus. Mais après, on atteint un paradoxe hyper intéressant où on parle que de ça, du genre par exemple, et qu'après on me dit « Vous avez pas l'impression d'en faire un peu trop sur le genre ?» Et je suis là genre « Mais en fait, je ne fais que répondre à des questions. » Oui, mais moi, ce que j'aime bien dans votre démarche, c'est qu'elle est complète. C'est-à-dire que vous êtes une artiste complète, très sérieuse. Alors c'est peut-être ça qui donne l'impression que c'est quelqu'un sous contrôle, mais parce que j'ai l'impression vous prenez pas votre métier d'artiste à la légère. Oui, c'est vrai. Non, on vous sent votre engagement dans votre. Moi, j'ai écouté votre album, je vous connaissais pas, mais je suis allée aussi voir des vidéos de vous. Et en fait, votre musique, c'est vous, quoi. Il y a absolument pas de décalage. Moi, j'ai adoré. Je suis allée sur YouTube. J'adore votre rapport au corps, qui est très naturel, très harmonieuse, et on sent vraiment que. Enfin voilà, moi je trouve que ça mener des combats et quand c'est sincère et que c'est vrai, ça se voit. Voilà, et je pense que vous menez ce combat pour avoir la liberté de choisir qui on est, et je comprends tout à fait qu'on peut naître femme et et être un homme dans pas mal de choses et vice versa. Mais ça c'est naturel, quoi. Il y a même pas de combat à mener, quoi. J'ai pas le sentiment que ce soit vraiment ce que vous avez exprimé, mais je voulais. C'est sans fin en fait. Mais non, mais c'est David Dickens, c'est le porte-parole. Non, c'est que voilà, moi, ce qui est étonnant, c'est que j'ai bien 20 ans de plus que vous, et que comme je le dis, ça. Moi, comme j'ai 35 ans, oui, ça fait. Oui, voilà. Ce que vous dites, moi, je le date vraiment de la fin des années 90 à New York, dans un milieu tout le monde noir, homosexuel. Mais David, tout le monde n'a pas vécu. Tout le monde n'a pas vécu à New York. Souvent hommage à RuPaul, par exemple, qui est un personnage qui est complètement méconnu en France, et je trouvais étrange qu'une jeune fille de votre âge s'inscrive dans une telle filiation qui est tellement immense. Et puis c'est vrai que c'est troublant parce que c'est pas neuf non plus. Toutes ces questions sont pas neuves en fait. Allez, Christine the Queen ou Chris, les deux. Ou les deux, mais Chris c'est plus rapide encore. Alors Chris, reste avec nous dans les grandes gueules face au GG. On donnera les dates, on va pouvoir applaudir Chris cet été. Il y a pas mal de dates en France, mais aussi à l'étranger. On écoutera de la musique, bien entendu. On parlera aussi de vos chorégraphies, parce que vous êtes comme une des rares artistes françaises à savoir bien danser. Et ça fait plaisir. À tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.